Bonjour et bonsoir plutôt, et merci d'être avec nous. Alors, on m'a demandé, comme je m'occupe du festival City Sonic, qui est le festival des arts sonores, pas très loin d'ici, à Mons, et qui a lieu chaque année maintenant en début septembre, et qui présente des œuvres à dominante sonore dans la ville, dans l'espace public, dans des lieux qui ne sont pas faits nécessairement pour le son, avec cette année en tout 60 artistes, l'année précédente plus pour les 10 ans, nous sommes au 11e anniversaire. Et d'ailleurs, après on fera une petite visite, si vous le voulez bien, de 3 installations qui étaient aussi à City Sonic, qui sont présentées ici aussi au Phoenix dans le cadre d'une plateforme pour les musiques innovantes transfrontalières qui s'appelle Espace Son Hainaut, Hainaut des deux Hainaut, le Hainaut belge et le Hainaut français, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Eh bien, on m'a demandé de vous faire une conférence ou une présentation très introductive sur les arts sonores. Et donc je dis très introductive parce que je ne sais pas parmi vous lequel sait déjà ce que c'est par exemple l'art sonore ou les arts sonores. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de ça? Non, à part peut-être mon ami Gérard Roubette qui est au fond d'Artzoid, pas grand monde. Alors tu m'excuseras Gérard. Et donc Gérard Roubette qui est donc directeur d'Artzoid et qui a participé à la production des installations qu'on va voir après et qui est aussi notre partenaire dans City Sonic à Mons également. Donc, question de définition. Qu'est-ce que les arts sonores? Alors, les arts sonores, moi, je les mets toujours au pluriel. En anglais, ça vient du mot sound art, qui est en fait apparu relativement récemment. Ça a apparu en 1982, lors d'une exposition à New York, qui s'appelait Sound Art, et qui était sponsorisée par la Sound Art Foundation d'un compositeur qui s'appelait William Hillman, et qui en fait montrait des œuvres plutôt de plasticiens, plutôt conceptuels, Vito Acconci, Les Levin, mais d'autres aussi, et notamment la musicienne Pauline Oliveros, musicienne plutôt du courant minimaliste américain, précurseuse également d'électronique, mais pas que, dans les années 60 déjà. Et donc ce terme sound art est apparu venant d'une exposition à New York et s'est répandu assez vite. Mais au départ, je dirais que c'est plutôt assez résiduel et que tout au long du XXe siècle, on ne parlait pas du tout de sound art. Maintenant, c'est un terme de plus en plus à la mode. En français, art sonore, l'art sonore, et moi je préfère parler des arts sonores, un peu comme on dit les arts numériques et pas l'art numérique au pluriel, les arts plastiques et pas l'art plastique au singulier, parce qu'il s'agit justement de toute une série de cosmogonies, toute une série de champs qui s'entrecroisent avec le son comme commun dénominateur. Je pense aux arts plastiques, je pense aux arts performatifs, je pense aussi aux arts numériques évidemment, à certains courants de la musique contemporaine ou électronique, ou même à la poésie, ou encore à l'acoustique, au design, à l'architecture. Plein de choses qui se retrouvent dans cette grande cosmogonie des arts sonores qui est de plus en plus florissante. Alors, hybridité donc, mais aussi histoire qui est forcément une histoire non linéaire, qui est forcément une histoire transversale. Et comme je dirige un centre qui s'appelle Transculture à Mons, je vais vous faire un petit parcours transdisciplinaire ou transculturel à travers les avant-gardes du XXe siècle dans un premier temps qui verront quelques exemples parmi beaucoup d'autres, je m'en excuse pour les autres, précurseurs de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les arts sonores, en tout cas qui ont été vraiment une matière pour nombre d'artistes encore aujourd'hui, fondamentale. Et puis, dans la deuxième partie, on verra toute une série d'exemples très diversifiés encore, parce que dans City Sonic, on ouvre toutes les portes des arts sonores, toute une série d'exemples en images et en son surtout, que j'irai prendre sur Internet, parce qu'il y a de plus en plus de choses sur Internet. On y contribue un petit peu autour des arts sonores. Et comme ça, après, on arrivera assez logiquement vers une visite de ces 3 installations, de ces 3 jeunes artistes que vous voyez ici au Phoenix, exposés en ce moment. Claire Paiement, Arnaud Eckhout, le belge de service, il en faut toujours un. Et également Such, alias Marc Parazon, les 2 autres artistes étant français. Alors, hybridité, retour donc à l'histoire de l'art, on n'y échappe pas, et peut-être retour un peu plus spécifiquement aux avant-gardes, et une des grandes avant-gardes du début du siècle, avec le futurisme italien. Futurisme italien
et Luigi Rossello. Luigi Rossello qui est un peintre mais aussi un compositeur, qui a fait paraître en 1913 un petit document dont on n'arrête pas de parler encore aujourd'hui, un petit livre qui a été réédité en français également, qui s'appelle L'Art des bruits, et qui est un manifeste assez vigoureux finalement, assez vigoureux je dirais dans la logique des futurismes qui était très virulent pour l'art de la vitesse, pour un art proche de la ville, proche de son temps, un art proche de toutes les inventions technologiques finalement de ce début du siècle florissant, et dont on oubliera un petit peu après que certains d'entre eux, dont Marinetti, un des chantres, a été trop proche de Mussolini. Pour le moment, on en reste au début et à plutôt, non pas l'idéologie, mais l'avant-garde créative. Et donc dans ce manifeste, cet essai, l'art du bruit, ils ouvrent les portes et ils s'en prennent à une forme de conservatisme finalement musical. Et déjà là, on voit bien que le son veut aller au-delà de la musique, de l'agencement des sons peut-être trop agencés. La vie antique, disent-ils, ne fut que silence. C'est au XIXe siècle seulement avec l'invention des machines que naquit le bruit. Aujourd'hui, le bruit domine en souverain sur la sensibilité des hommes. Les peuples primitifs attribuèrent au son une origine divine. Il fut entouré d'un respect religieux réservé aux prêtres qui l'utilisèrent pour enrichir leur rite d'un nouveau mystère. C'est ainsi que se forma la conception du son comme chose à part, différente et indépendante de la vie. La musique en fut le résultat, monde fantastique, superposé au réel, monde inviolable et sacré. Et donc ils vont critiquer quelque part cette inviolabilité de la musique par elle-même. Et cet art musical qui rechercha tout d'abord, d'après Rossello, la pureté limpide et douce du son, puis il amalgama des sons différents en se préoccupant de caresser les oreilles par des harmonies suaves. On voit déjà un ton très très critique. Et eux, ce qu'ils prônent, c'est l'évolution parallèle de la musique avec celle des machines, de leurs machines, et donc l'intégration de ce qu'ils appellent le bruit musical, et donc de ce qu'on disait à l'époque la dissonance, mais où on se rappelle, l'école viennoise n'est pas très loin, Webern et les autres, ça bouge aussi de ce côté-là dans le champ de la musique, pas uniquement du côté de l'avant-garde créative et plastique. Et cette évolution vers le son-bruit, disent-ils, n'est possible qu'aujourd'hui, à cette époque des machines. L'oreille d'un homme du XVIIIe siècle n'aurait jamais supporté, disent-ils, l'intensité discordante de certains accords produits par nos orchestres. Notre oreille, au contraire, s'en réjouit, habituée qu'elle est par la vie moderne, riche en bruits de toutes sortes. Notre oreille, pourtant bien loin de s'en contenter, réclame sans cesse de plus vastes sensations acoustiques. Et donc là, on voit aussi un truc qui est primordial, c'est-à-dire que le son ou l'art sonore, qui n'appelle pas comme ça à l'époque, en tout cas, la préoccupation du son-bruit est intrinsèquement liée à l'écoute. C'est l'écoute et l'ouverture de notre panorama de notre ouïe qui fait que nous allons pouvoir aussi, à notre manière, participer à la création, participer à cet élargissement du langage sonore, extra-musical. Il faut rompre, dit encore Rossello, à tout prix ce cercle restreint de sons purs et conquérir la variété infinie des sons-bruits. Et là, il parle du plaisir, des bruits des tramways, d'autos, des voitures, des foules criardes, etc., etc. Sur un ton très héroïque. Et puis, ils font déjà toute une catégorie de bruits de l'orchestre futuriste. Il y a des grondements, des éclats, des sifflements, des ronflements, des mugissements, mais aussi des murmures, des craquements, des bourdonnements, des cliquetis, des piétinements, etc. Des bruits de percussion, des voix d'hommes, etc. Et là, on voit encore quelque chose qu'on retrouvera par après, c'est-à-dire en même temps, on ouvre le langage musical, on ouvre le langage à d'autres sons, les pratiques à d'autres sons qui sont les sons de son temps, qui sont les sons du réel, le son de la vie quotidienne et également de la vie urbaine, et en même temps, on essaye presque d'emblée de le classifier et donc quelque part déjà un peu de réduire son champ par un lexique, etc. Donc un espèce de double mouvement qu'on retrouvera après, notamment en musique concrète. Alors un petit extrait de ces machines futuristes, ce sont les intrarumori, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des générateurs, des résonateurs de bruit en italien, qui ont donc été créés par Luigi
et Antonio Russello, les frères Russello. C'est un extrait d'un morceau qui s'appelle Chorale, qui a été fait en 1921. C'est une pièce hybride parce qu'on entend le bruit de ces machines, mais aussi le bruit d'orchestre un peu pompeux de l'époque. Et donc ça fait un genre assez inclassifiable, qui maintenant fait un peu sourire, mais qui à l'époque a fait scandale. Notre ami Russello. Un peu plus fort, à moins que je mette plus fort sur YouTube. Alors il faut mettre plus fort à la sortie. Ici on le voit dans ses expérimentations. Vous entendez cette espèce de grondement derrière, hein, ces renaclements, ces gémissements, et en même temps ce côté un peu héroïque, pastoral, qui va très bien avec la dithyrambe futuriste de l'époque. Ça c'est Chorale, et qui est en fait le précurseur de ce qu'on a appelé bien après, dans les années, fin des années 70, début 80, la musique industrielle, ou la musique encore, comme on dit maintenant, bruitiste, qui est tout un courant de la musique électronique, et notamment très florissant chez les Japonais, avec des créateurs comme Merzbow empruntant lui-même son titre au dadaïste Kurt Schwitters, dont je vais parler dans un instant. Alors, ça, c'est ce qui se passe un petit peu, bon, parmi beaucoup de choses, mais ce sont des exemples que j'espère parlants, que j'essaie de vous sélectionner. Il y a aussi ce qui se passe du côté du cinéma, parce qu'en fait, l'art sonore ou les arts sonores, comme les évolutions musicales du XXe siècle, sont évidemment étroitement liés à la fois aux expériences artistiques, mais également à la technique et la manière dont la technique a évolué à cette époque-là. Et donc Walter Rudman, qui est un cinéaste abstrait, expérimental, un petit peu à l'origine du courant allemand qu'on a appelé le cinéma absolu, et qui avait fait, peut-être vous vous en souvenez, en tout cas pour les cinéphiles, en 1927, Berlin, Symphonie d'une ville, un magnifique documentaire autour de Berlin, a fait un film en 1930 qui s'appelle Weekend, et qui a la particularité de ne pas avoir d'image. C'est un film uniquement pour le son, où il n'y a que la piste sonore qui est gravée. Et on peut dire que c'est aussi, quelque part, un des précurseurs des pratiques sonores d'aujourd'hui, notamment de la création radiophonique plus expérimentale. Et donc, Ruttmann a appliqué ces techniques du documentaire et du cinéma expérimental au son. Le cinéma absolu, peut-être que c'est le son, finalement, pour lui. En tout cas, c'est celui dans lequel notre imaginaire se projette, puisqu'il n'y a pas d'image, on est dans l'image mentale. Et c'est aussi quelque chose qui est très fort dans les arts sonores. C'est que quand on m'a dit, en 2003, quand j'avais initié le Festival City Sonic, quand un homme politique qui nous avait soutenus me dit « Mais attention, il n'y a pas d'image dans ton truc, qu'est-ce qu'on va voir dans City Sonic ?» Je dis « Oui, mais il y a des images mentales également. Il y a tout ce que le son est en fait extrêmement générateur d'imaginaire, d'images mentales et de souvenirs sonores. Il suffit de voir quand on se souvient, quand on a entendu quelque chose, par exemple quand on est enfant, on le réécoute après et tout de suite il y a des images qui nous reviennent. Eh bien, quelque part, Rudman va jouer à sa manière pour faire ce qu'on a appelé plus tard un cinéma pour les oreilles. C'est même devenu presque un genre, j'allais dire, dans certaines musiques expérimentales. Et donc, je vais vous mettre un petit extrait de ce film pour les oreilles, Weekend. Voilà. Vive Google, vive YouTube.
Hallo, Fräulein. Bitte Döner auf 42, 4-0. König. Ich bitte mir das! Bitte. Alors, je suis obligé d'aller un peu vite, donc je suis très frustrant. Mais on peut retrouver toutes ces références assez facilement sur Internet. Et donc, le cinéma sonore, cinéma pour les oreilles, cinéma expérimental, expérience commune, et peut-être plus signifié d'images par le son qu'avec les images en elles-mêmes. Autre courant presque des arts sonores, parce que comme j'ai dit, les arts sonores, ce sont des chants, ce n'est pas un genre à mon avis, ce sont des chants qui se croisent. La poésie sonore avec les expériences déjà des dadaïstes, je pense à Raoul Haussmann notamment, et une expérience bien connue, celle de Kurt Schwitters, qui est aussi un plasticien allemand, et sa fameuse Umland Sonata. Donc Kurt Schwitters qui disait un jeu avec des problèmes sérieux, c'est cela l'art, nous jouons jusque la mort vienne nous chercher. Et donc qui était en recherche en fait de ce qu'on appelait à l'époque de l'art total, c'est-à-dire de mélanger, en fait, un peu comme Wagner cherchait à le faire également, de mélanger toutes les disciplines au sein d'une même œuvre. Et pour Schwitters, avec ce qu'il appelle Merz ou ce Merzbau, c'est-à-dire c'est des constructions dont il nous reste très peu de choses parce que les nazis ont détruit beaucoup de ses œuvres. Il était évidemment assez vite mis au banc du nazisme quand ils sont arrivés. Et Schwitters a fait une sonate pour sa voix, qui s'appelle la Umland Sonata, un peu dans l'esprit d'un scherzo presque italien. Schwitters, voilà, qui est pleine d'humour, qui continue encore aujourd'hui à être interprétée, attendez, excusez-moi, on va y arriver, voilà, voilà, notre cher Schwitters. Donc, sonate de son primitif, entre guillemets, primitif n'étant pas du tout négatif dans son esprit. C'est peut-être de 32. Der Bebe, Finsbe, Bebe, Finsbebe, 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 Teu, Pegit, Vie, the Sindri im Pituto, Yuka, Rinsaka the baby hinskermu, Tiu hinsetio rinskermu, Rakat baby, Rum to Tiu hinsetio hinskermu, Tiu hinsetio rinskermu, Rakat baby, Rakat BC, Fums bava te teu, U T T V B Fums. O B B B B B O C C C C C O Rinsakata B B O. Je continue ma petite frustration. Et oui, c'est un personnage, ce Schwitters, c'est un véritable génie d'ailleurs, et était lié aussi à cette œuvre sonore, tout un jeu calligraphique, typographique, également plastique, toujours dans cette idée d'art total. Là, vous verrez après, vous retrouverez, moi je le vois vraiment clairement comme un précurseur de ce qu'on a appelé la poésie sonore, qui ne s'appelait pas encore en tant que telle, poésie sonore, parce que c'est un terme qui est plutôt né en France avec des gens comme Henri Chopin ou Bernard Heidsieck au début des années 50, et dont je vous dirai un petit mot après, malheureusement trop court. Donc encore une autre entrée dans les avant-gardes du XXe siècle vers les arts sonores. Alors, évidemment, il y a l'entrée de la musique en tant que telle. Et dans la musique en tant que telle, on peut prendre beaucoup de choses. Et pour rester juste avant la Grande Guerre, là, c'est la deuxième, je veux dire, on arrive
assez rapidement à John Cage et à son premier Imaginary Landscape, qui est également une œuvre absolument visionnaire, où Cage, je vais l'arrêter là, où Cage en fait a utilisé d'emblée, en 1939 donc, des sons qui étaient joués également par des turntables, par des platines, dont il variait déjà la vitesse, un peu comme les DJ ont fait bien après, jouant également des percussions, mais aussi différents bruits. Donc toujours cette idée d'image mentale, là c'est le paysage imaginaire. Après il y en a eu d'autres, hein. Il a eu Imaginary Landscape 4 en 51, joué pour 12 radios. Donc là encore, prendre en forme d'instruments des machines, plutôt, je dirais, des télécommunications, plutôt que des instruments classiques, bien que Cage ait fait bien d'autres choses avec des instruments classiques, mais jamais très classiques. Imaginary Landscape 5 en 52, où il a utilisé 42 phonographes. Ici, on est en 1939, et donc on est donc dans des œuvres qui disaient fictionnelles, hein, imaginary, nourries pour lui d'attitudes plutôt expressives et évocatives. Et Cage disait déjà, d'une manière très, très visionnaire en 1937, je crois que l'utilisation du bruit pour faire de la musique va continuer et même s'étendre jusqu'à ce qu'on atteigne une musique qui sera produite à l'aide d'instruments électroniques. 1937, hein, quand même. Donc, alors, on écoute ce qu'il fait en 1939, ce qu'il compose en 1939 avec Imaginary Landscape et ses platines. L'image n'a rien à voir, hein, ça a été mis après par un fan. Je ne sais pas si c'est cette piste-là. C'est là, alors c'est là. Okay. Il aurait aimé ça, je pense, John Cage, parce que là on joue avec le feedback sans le vouloir, et donc c'est l'aléatoire qui change quelque part sa composition. Qui joue déjà avec l'onde aussi, quelque part avec le bruit. Cette notion de bruit étant fondamentale pour l'évolution au XXe siècle de la musique, mais de la musique qui élargit son champ, et finalement, le bruit c'est tout à fait culturel. Hein. Le bruit de l'un n'est pas le son de l'autre, n'est pas le bruit, etc. etc. Qu'est-ce qui définit un bruit, sinon le fait que ce n'est pas ce qui est accepté par notre oreille, de manière très générale. Ces gens, en fait, ont concouru à étendre notre champ spectral de lui, si je puis dire. Ok, petit extrait donc de l'Imaginary Landscape 1939, John Cage. Et alors donc on est également donc John Cage, la musique étendue, les instruments, l'électronique qui arrivent. Des instruments de communication, de diffusion sonore comme le pick-up qui est introduit dans l'instrumentarium de la musique dite contemporaine. Et puis il y a aussi ceux qui inventent des instruments comme Léon Théramine, et d'où vient d'ailleurs le nom de l'instrument de Théramine. Karzoïd a utilisé plusieurs fois, sans Léon Théramine puisqu'il était mort depuis, le pauvre, mais dans plusieurs pièces, on retrouve le thérémine. Et Léon Théramine, donc, ce cher Léon, est un ingénieur physicien originaire de Saint-Pétersbourg et qui a inventé plusieurs machines. Dès 1918, il invente l'hétérophone, ou le premier thérémine, puisqu'après il a donné son nom à l'instrument, le premier instrument de musique électronique en fait. Cet appareil qui avait comme particularité de quand on joue sans le toucher en bougeant les mains, dans un champ électromagnétique émis par deux antennes, donc on peut en jouer sans le toucher. D'un côté, il y a le volume, de l'autre, il y a le timbre,
et Théremin, qui avait fasciné Lénine, puisqu'il incarnait la créativité soviétique, très vite fait une tournée, et puis quand il se retrouve, il va se retrouver aux États-Unis, et là il va s'échapper. Parce que, bon, entre-temps, on lui a fait un peu quelques misères, et puis il est revenu par après dans son pays, et là, il a été interné dans un camp sibérien, et on le fit ensuite travailler, d'ailleurs, dans un laboratoire surveillé par la police secrète, sur d'autres sujets de recherche électronique, comme des appareils d'espionnage ou des brouilleurs de communication, et puis il est réhabilité bien plus tard, et puis il retourne aux États-Unis en 1993. Donc le pauvre Théremin n'a pas eu tellement de chance, mais le Théremin a eu également du succès en dehors même du chant, de la musique expérimentale pure. Je pense aux Beach Boys notamment, qui l'ont utilisé dans le morceau Good Vibrations, ou encore le père du synthétiseur Robert Moog, qu'il a également employé. Il y avait Théremin avait rencontré une virtuose du Théremin qui s'appelait Clara Roquemore, et qui a fait quelques interprétations magnifiques, où là plutôt finalement le Théremin était plutôt dans une forme de singer quelque part par des moyens électroniques la voix ou la corde vocale ou la corde du violon. Par exemple, elle jouait Tchaïkovski au Théremin. Et quelque part, ça a quelque chose d'un petit peu, même carrément kitsch. Je vais vous en passer un petit bout, si je trouve Clara, qui est en soi un magnifique personnage de série B américaine. Regardez. La voilà. Donc on est dans un morceau de Manuel de Falla, donc pas du tout électronique. Mais là par contre, la voix, la corde est jouée par le Théremin. Théremin faisait aussi des... Bon, ça c'était pour le fun, hein. C'était parce que j'adore voir Clara Roquemore. Pas Roquemore, hein. Léon Théremin, voilà, qui fait une petite démonstration. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Voilà, il joue de son instrument sans le toucher, ce qui était quand même fascinant, d'autant plus à l'époque. Vous voyez encore que l'utilisation qu'il en fait est quelque chose d'extrêmement lyrique, extrêmement proche de la musique classique, hein, qui était évidemment la référence absolue. Maintenant, si je mets Théremin et Hardzoid, Gérard, je tombe sur quelque chose? Oui, hein, peut-être. Je vais essayer. On va vous montrer un autre usage. Là. Ouais. La ville. Alors. En tout cas, ça a été assez bien utilisé par la suite. Et l'instrument lui-même a évolué, mais enfin, quand même, il était déjà là. Donc ça, c'est pour un peu vous diriger aussi vers ce qu'on appellerait aujourd'hui les nouvelles technologies ou les arts numériques ou les nouvelles pratiques numériques. Extension donc du langage musical, je suis obligé d'aller très vite. La musique concrète avec Pierre Schaeffer en France, avec dès 1948 un morceau, un titre phare qui est où Schaeffer fait une belle démonstration de l'étude au chemin de fer. Voilà l'étude au chemin de fer avec intégration voilà Pierre Schaeffer ici. Donc on parle de 48. L'intégration de tout un lexique, jusque-là qui n'était pas considéré comme de la musique, donc une appréhension concrète, empirique du son, par opposition à une démarche plus abstraite de la tendance sérielle, qui propose un objet sonore, comme disait Schaeffer, comme préalable à toute structuration.
peut aussi parler avant en France des ondes Martenot, j'ai parlé des théramines tout à l'heure. C'est également lié, ces inventions, ces avancées musicales ou déjà sonores, sont également liées à la radio. Il y avait un grand espace de liberté à ce moment-là, qui à mon avis il n'y a plus aujourd'hui, dans les radios nationales, la RTF où travaillait Pierre Schaeffer, la RTB ici en Belgique, où Léo Kuper, Henri Pousseur des années 60 ont fait des musiques incroyablement expérimentales pour l'époque, dans les années 60, donc électronique, où Léo Kuper, grand compositeur belge encore vivant, me disait qu'il adorait par exemple faire un documentaire, la bande-son d'un documentaire ou d'un reportage sur la guerre du Vietnam, parce que là il pouvait utiliser plein de bruitages et en faire justement une composition plus concrète, plus électronique. En Italie également, en Allemagne, le studio de la VDR avec notamment Stockhausen et d'autres qui l'ont extrêmement utilisé à des fins expérimentales. Donc l'étude au chemin de fer, la musique concrète pour aller très vite, et l'invention de la musique concrète et la théorisation de la musique concrète par Schaeffer, qui en a fait aussi un traité des objets sonores. Là encore, cette envie de en même temps ouvrir les portes et en même temps de redéfinir un nouveau lexique alors qu'on vient de casser un autre. Entre les deux, il se passe évidemment des avancées, des extensions sonores. Et puis, on n'est quand même pas belge pour rien, donc j'ai envie de vous passer un petit extrait de Xenakis et son concret PH. Alors, pourquoi cette pièce ? Xenakis donc était un architecte, pas seulement un grand compositeur, mais un architecte qui était également l'assistant de Le Corbusier. Et donc, en 58, pour l'Expo 58 à Bruxelles, Le Corbusier fait un pavillon, qui est le pavillon Philips. Xenakis est son assistant. Edgar Varèse va faire une magnifique pièce qui s'appelle Poème électronique. Et comme cette pièce dure un certain temps et qu'à l'époque on est encore sur des enregistreurs à bande, parce que aussi l'importance de la bande magnétique, d'enregistreur à bande, fait partie des nouvelles technologies, entre guillemets, qui a permis à la musique de se libérer de plus en plus pour aller vers d'autres recherches sonores. Et Varèse, qui a fait une pièce qui doit être jouée sur des dizaines de haut-parleurs dans le pavillon Philips, entre le temps que ça se rebobine, on a besoin quelque part d'un intermède, d'un interlude presque, et c'est Concret PH, qui est une petite pièce de 3 minutes, grosso modo, et qui est une pièce magnifique de Xenakis, qui est encore aujourd'hui une modernité bouleversante. Et pièces électroniques, les pièces électroniques sont plutôt minoritaires d'ailleurs dans ce qu'il a fait, mais éblouissantes, et on entend toute une série de cliquetis. C'est aussi la grande époque des industries lourdes, hein, donc du charbon, on entend comme un cliquetis de charbon qui tombe, et c'était joué dans ce pavillon Philips qui n'existe plus, bien malheureusement, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc Xenakis, architecte sonore quelque part, et un petit bout.
Voilà, j'ai envie de mettre cette pièce presque en entier, je pense. Et donc pH comme paraboïde hyperbolique, concret comme musique concrète quelque part, et également en rapport avec l'aspect architectural. Voilà. Magnifique pièce de Xenakis, qui est vraiment une pièce d'art sonore, on peut le dire. On ne retrouve presque plus tout ce qui est les codes musicaux sont complètement éclatés dans cette pièce, et qui intègre également les notions de processus, d'aléatoire, de mobilité, des choses qui seront absolument fondamentales pour l'évolution des musiques expérimentales, mais aussi pour les arts sonores. Alors, encore un précurseur également, peut-être une des premières installations modulables, qu'on a d'ailleurs montré à City Sonic, et j'en suis très content. Il venait de disparaître. C'est celle de Luc Ferrari. Luc Ferrari qui est un compositeur français qui échappe quand même aux classifications, même s'il avait été... il a participé avec Pierre Schaffer au GRM, au groupe de recherche musicale, entre 58 et 59, mais il y rencontre aussi Edgar Varèse, donc tous ces compositeurs sont aussi en contact. En 80, il a fondé le studio La Muse en Circuit, qui est toujours consacré à la musique électroacoustique, qui est toujours très active. Et puis, il va partir dans des tas de directions différentes. Il a fait du Hörspiel, donc une espèce de théâtre sonore. Il met aux instruments traditionnels, aux enregistrements sur bande magnétique. Il peut jouer avec des jeunes DJ expérimentaux comme DJ Olive, Eric M en France ou d'autres à la fin de sa vie. Et puis, il est aussi le quasi-inventeur de ce qu'on a appelé le field recording plus tard, c'est-à-dire quand on enregistre des sons de la nature ou de la ville et qu'on en fait une composition, ce qu'il a appelé la fameuse série des Presque Rien, notamment, qui évidemment s'est fait vilipender à l'époque parce qu'on disait que c'était pas de la musique au début des années 70 ou déjà à la fin des années 60. Et donc Farine a été reconnu, je pense pleinement. Aujourd'hui, il est très, très, très important pour beaucoup de jeunes musiciens et des compositeurs, mais il était quelque part trop baladeur. C'était un promeneur libertaire, promeneur sonore, et l'idée de la promenade est très importante pour lui. Alors juste, ça m'amène à Musique Promenade, qui est une pièce qu'il a fait en 69, qui est en fait inspirée de différents pays, où il est le Portugal, je pense l'Espagne, l'Italie, qui avaient également comme commun dénominateur d'être des pays où il y avait peut-être encore à ce moment-là une forme de fascisme. Et en même temps, on entend des bruits de fête, des bruits d'armée aussi, et des bruits de rue. Et ça, c'est diffusé sur différentes sources, qui peuvent être en extérieur, en intérieur. On l'a fait dans un jardin à Enghien-les-Bains, près de Paris, dans un festival numérique, les Bains numériques. On l'a fait à City Sonic, dans un hall d'université. On l'a fait encore ailleurs, dans une autre configuration. Mais quelque part, cette pièce ne prend toute sa mesure que quand vous vous baladez à l'intérieur de ces sources sonores, dans cet espace, qui intègre également les sons de l'extérieur, les field recordings naturels, j'allais dire, et que vous recomposez via votre promenade d'écoute. Alors, un petit extrait. Ici, ça n'en est qu'une version. On va en avoir évidemment 1000. Au départ, il y avait 4 bandes magnétiques indépendantes les unes des autres, basées donc sur un déroulement en boucle. Une superposition de cycles.
monter tout ce côté militaire et en même temps pas mal d'humour également. Une pièce formidable, je trouve qu'il n'y a vraiment rien perdu de son actualité. Alors, autre pièce déjà d'installation sonore, c'est celle de la Monte Young. Donc je vais aussi vous trouver The Dream House. Oui, elle, évidemment, c'est un peu peu. Hein. Voilà. Et donc la Monte Young qui était associée en fait, qui était très marquée par l'enseignement de John Cage, qui est passé par Darmstadt également en Allemagne, qui a été également très marquée par les musiques indiennes et donc par une espèce d'extension du temps par rapport à la musique occidentale et son rapport à l'espace. Et qui a, comme Cage, été proche du mouvement Fluxus. Donc là, on retrouve, c'est un autre pan des précurseurs, c'est l'aspect plutôt art plastique, performatif, en tout cas qui est plutôt associé aux arts contemporains, même si quand on dit contemporain, pour moi, ça ne veut pas dire nécessairement plastique ou performatif. Et Fluxus, avec son chantre Georges Mancunias, dont les buts de Fluxus étaient plutôt sociaux et un peu moins esthétiques, avec quelque chose de très engagé, là encore avec un rapport très interdisciplinaire, radical. Mancunias qui disait que la meilleure composition de Fluxus est celle qui est le moins personnelle, un peu à la manière des ready-made. On met les choses ensemble et on voit par cet assemblement qu'est-ce qui se passe avec le public. Mais Fluxus est aussi un mouvement qui a hérité pas mal du dadaïsme, évidemment, des principes du hasard, déjà de Duchamp, de Cage également, et qui vise à une forme de renouveau de la production artistique, en cherchant finalement qu'est-ce qui fait signe, qu'est-ce qui fait signe également avec les supports de notre époque, de cette époque, plutôt les années 60, pour parler de Fluxus, 70 également, donc des supports de diffusion, les disques vinyles, les cassettes audio, mais aussi la TSF, le transistor, magnétophone, etc., le téléphone, toutes les machines sonores improbables, également que les artistes de Fluxus pouvaient mettre à mort ou joyeusement, comme Georges Brecht notamment, dans leurs installations. En ce qui concerne la Monte Young, il a donc fait cette installation de Dream House, qui est une installation qu'il a commencé, je pense, en 66. Ici, on la voit au musée d'art contemporain de Lyon. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que tous ces artistes qui fouillaient le musée au départ reviennent par après, une fois qu'ils sont sacralisés pour leur invention, leur inventivité 30 ou 40 ans auparavant. Et donc, on est dans une œuvre qui se veut holistique, si je puis dire, avec l'utilisation de la lumière. C'est la Marianne Zazzila, qui est la compagne du compositeur La Monte Young, qui joue des néons plutôt roses, pourpres, propres à un aspect plus méditatif. Quand on rentre dans une pièce, elle est capitonnée, elle est éclairée en rose, en pourpre, et on entend cette espèce de drone, comme on dirait maintenant, c'est-à-dire cette espèce de boucle de bourdonnement, où on peut y rester pendant des heures et avoir une attitude plutôt, dans un espace immersif, une attitude plutôt méditative, voire être légèrement dérangé par ce drone. Ça, c'est la démarche de la Monte Young, sachant que cette pièce de 66 qu'il avait fait chez lui, également à New York, il l'a jouée en permanence. C'est une pièce donc, qui n'a pas de fin. Il a dû l'arrêter et puis il a repris après, je pense en 1990 comme on le voit ici. Et puis maintenant il la montre également dans des espaces extérieurs, notamment au Muséo, au Centre Pompidou, ici au MAC à Lyon, etc. Et la Monte Young, qui avait avec d'autres compositeurs dans les années 60 comme Tony Conrad, un groupe qui s'appelle le Theatre of Eternal Music, donc le théâtre de la musique éternelle, donc toujours cette idée d'extension du temps, propre également aux musiques orientales et indiennes, et la Monte Young a eu un maître indien qui l'a extrêmement marqué. Donc là, on n'est plus dans la composition musicale dans un dispositif concertant, on est déjà dans l'installation immersive, sonore, également de lumière ici, avec The Dream House. Je dois aller
très vite, et puis après je vais quand même vous parler un petit peu de City Sonic, et puis vous balader pour voir trois installations de jeunes talents. Toujours dans les précurseurs des installations, il y a Max Neuhaus. Max Neuhaus qui au départ est aussi un musicien, un percussionniste virtuose, qui est notamment de Pierre Boulez, de Stockhausen, qui ont écrit des pièces pour lui, et qui, à la fin des années 60, début 70, pardon, vous avez tous fait la traduction, a développé une œuvre plus radicale, des travaux sonores, notamment de manière assez anonyme, d'ailleurs, dans l'espace public. Il y avait notamment une œuvre qui s'appelait Listen, où il mettait des grands panneaux Listen dans les villes pour faire écouter les paysages sonores de là où on se trouve. Et puis il a fait cette œuvre qui s'appelle Times Square à New York, qui est une œuvre d'art sonore in situ, donc fait sur mesure pour le lieu, et qui change en fait l'appréhension du lieu. Il s'agit d'une espèce de nappe de son électronique qui sort par, vous voyez ici, une grille, et en fait, qui est là en permanence. Et quand on marche, ou quand les piétons marchent sur cette grille, eh bien leur espace sonore, leur perception également, en est modifiée. Donc, Max Neuhaus was an American percussionist and sound artist. In his youth, he studied and obtained a master's degree in music from the Manhattan School of Music, as well as played with a few jazz greats of the time. In 1968, his first solo LP, Electronics and Percussion, 5 Realizations by Max Neuhaus, was released on Columbia Master. Alors ça c'est un peu trop détaillé, simplement un petit bout de... Voilà un petit bout de l'installation sonore de Neuhaus, donc Times Square, qui est là encore comme la Dream House, qui est une installation qui fait exploser complètement la notion de temps, la notion de composition également. C'est un son placé dans l'espace qui redéfinit finalement une autre structure temporelle, une autre perception orale de la part du visiteur, du passant qui devient auditeur presque malgré lui, et avec une nouvelle perception de cet endroit. D'autres artistes comme Bill Fontana ont joué également de ce jeu de déplacement également grâce au son. Fontana notamment a fait une très belle installation qui s'appelle Distant Trains à Berlin, où dans la gare de Berlin, où est-ce dans la gare de Cologne, je ne sais plus, en tout cas dans une gare actuelle en Allemagne, il a rediffusé des sons de la gare quand c'était la guerre et quand il y avait tous ces déplacements de train avec tout ce qu'on peut imaginer des trains nazis qui partaient des gares, notamment à la fin de la guerre. Et donc là, ça crée une émotion très forte, et également par déplacement de la source sonore et par justement les fameuses images mentales dont je parlais tout à l'heure. C'est des sculptures sonores finalement immatérielles, mais réellement très, très, très fortes au niveau de la perception. Oui, c'était les sons de la gare de Cologne. Et donc, je vais aller un petit peu vite pour encore, si je vais vous parler de choses plus récentes, des musiciens qui jouent sur le silence également. Des musiciens ou des artistes sonores ou des plasticiens sonores. Je pense à l'œuvre de Joseph Beuys qui s'appelle Plight. Plight qui veut dire embarras ou situation désespérée en anglais, et qui en fait est une œuvre, une des dernières œuvres de Beuys d'ailleurs, qui est mort c'était en 85, il est mort en 86, et donc on pénètre dans cet espace dans lequel il n'y a pas de musique, il y a du feutre, hein. Vous savez que Beuys avait des matières fétiches qui le renvoyaient à des symboliques fortes chez lui, le feutre, la graisse, etc. Et ici, Beuys, avec Plight, en fait... Là, ce qu'on entend, c'est les gens qui filment, en fait. Ils rentrent dans cet espace, ils doivent d'abord un peu se courber pour y rentrer, et puis ils arrivent, il y a un piano fermé, donc pas de son, l'instrument est là mais ne joue pas. Et on est aussi
dans une forme de réponse de Beuys à la nuisance sonore, parce qu'au départ, il devait exposer cette œuvre dans une galerie, et à côté, il y avait des travaux, et il a voulu répondre à ça. Et là, on joue à un autre paramètre très important pour les arts sonores, c'est quelque part, les arts sonores luttent aussi contre la pollution sonore, ou intègrent les sons de la vie, les sons de la nature, pour les métamorphoser, pour les sublimer quelque part, pour les poétiser, ou nous les renvoie de manière plus agressive, pour nous aussi nous renvoyer à notre situation d'écoute. Parce qu'en fait, cette situation de la différence son, bruit, musique, etc., elle est relativement récente. Par exemple, on sait par certaines études historiques que c'est assez récent qu'on rejette le son sous forme de bruit. On n'avait pas cette conscience-là, par exemple, au 19e, ça vient seulement du début du 20e, et c'est assez lié aux machines, aux nouvelles machines de l'ère post-industrielle d'ailleurs. D'ailleurs, si vous allez dans les pays, vous allez en pleine nature ou même dans les villes en Inde ou dans la nature, vous verrez que c'est extrêmement bruyant. Il semble être beaucoup moins dérangé justement par cette notion de bruit et le subissent, et en même temps, il crée également des conditions, notamment pour la méditation dans les temples, etc., pour échapper à ça. Mais bref, cette relation bruit, silence, musique est très forte, est au cœur également. Excusez-moi d'avoir schématisé un petit peu par rapport aux Indiens d'ailleurs, mais est très forte dans l'aspect sonore. Et je voulais quand même vous passer un petit extrait de revenir vers John Cage et la notion de silence. La notion de silence, son, bruit est essentielle. Et voici ce que Cage dit du silence, que je trouve un très beau passage, très poétique et qui ouvre tellement de belles pistes également. Alors, est-ce qu'il va venir? Attendez. C'est bizarre, il n'est pas là. Pourtant, c'est le bon document. Voilà un autre. Ça devrait marcher. When I hear what we call music, c'est la fin de sa vie. It seems to me that someone is talking. And talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on 6th Avenue, for instance, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound. What it does is it gets louder and quieter, and it gets higher and lower, and it gets longer and shorter. It does all those things which I'm completely satisfied with that. I don't need sound to talk to me. We don't see much difference between time and space. We don't know where one begins and the other stops. So that most of the arts we think of as being in time, and most of the arts we think of as being in space. Marcel Duchamp, for instance, began thinking of thinking of music as being not a time art, but a space art. And he made it a piece called Sculpture Musicale, which means different sounds coming from different places and lasting, producing a sculpture which is sonorous and which remains. People expect listening to be more than listening. And so sometimes they speak of inner listening, or the meaning of sound. When I talk about music, it finally comes to people's minds that I'm talking about sound that doesn't mean anything, that is not inner, but is just outer. And they say, these people who understand that finally say, you mean it's just sounds? Thinking that for something to just be a sound is to be useless.
Whereas I love sounds just as they are. And I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket or that it's a president or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. Alors, je trouve que c'est merveilleux. Enfin, il donne vraiment envie d'ouvrir la porte. Hein, c'est la porte à tous les sons et à une écoute, qui est une écoute interne aussi, comme il disait, et qu'on ne pas attendre autre chose du son que d'être simplement lui-même et de pouvoir l'accueillir en tant que tel. Alvin Lucier qui est un compositeur américain, et là aussi on est dans quelque chose qui est tout à fait proche de ce qu'on a aujourd'hui dans la performance d'art sonore, je dirais. C'est une performance qui s'appelle I'm Sitting in a Room, qui est extrêmement connue, qu'il joue, que j'ai vu jouer ça encore aujourd'hui à Berlin, là exactement, ou à la Biennale, je ne sais plus où, mais c'était à Berlin, moi j'ai vu en tout cas. C'est un vieux monsieur, mais un vieux monsieur qui est encore plein d'élégance. Et donc, en fait, c'est une pièce formidable parce que non seulement elle reste totalement d'actualité, mais en fait, tout ce qu'il dit dans la pièce décrit le phénomène sonore de la pièce. Donc, I'm Sitting in a Room, c'est une pièce pour 2 magnétophones enregistrés et 2 systèmes d'amplification. Et donc, Lucier dit ce qui m'intéresse, c'est le mouvement que le son effectue de sa source jusqu'à l'espace, sa qualité tridimensionnelle, parce que les ondes sonores doivent bien aller quelque part, mais une fois qu'elles sont émises et qu'elles deviennent, alors m'intéresse au plus haut point. Donc c'est ce qu'elles deviennent une fois qu'elles sont émises. Et qu'est-ce qu'elles deviennent dans cette pièce? Parce qu'il dit I'm sitting in a room, different from the one you are now, I'm recording the sound of my speaking voice and I'm going to play it back into the room again and again. Et donc il dit voilà, je suis assis dans une pièce, c'est ce qu'il est, là on le voit un peu plus bas, différente de la vôtre, j'enregistre le son de ma voix qui parle, je vais le rejouer ce son encore et encore, jusqu'à ce que les fréquences les plus résonantes de la pièce deviennent de plus en plus fortes et que mon discours ne soit plus audible, que mon discours soit effacé quelque part, et que en plus je considère cette activité pas comme une démonstration physique, mais plutôt comme une manière, et ça c'est l'humour d'Alvin Lucier, d'effacer les irrégularités de mon discours. Pourquoi? Parce que Alvin Lucier est quelqu'un qui bégayait au départ. Et donc, à la fin, évidemment, quand on n'écoute plus sa voix, on n'entend plus son bégaiement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, en fait, aussi le fait que là encore, la technologie, donc l'enregistreur, le magnétophone, est au centre de la pièce. Sans ça, il n'y aurait pas cette pièce. Et sans la pièce, sans l'espace même, cette pièce n'a aucun intérêt. Sans le temps réel non plus du compositeur ou de l'interprète qui lit le texte qui dit ce qui se passe réellement. Donc, c'est une pièce extrêmement pleine d'esprit, j'allais dire. Ça, c'est plutôt vers la fin, maintenant on entend le début. Elle commence comme ça, c'est la voix de Lucier. Different from the one you are in now. C'est le texte que je vous ai lu. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again, until the resonant frequencies of the room reinforce themselves, so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room, articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Voilà. Après, il va répéter cela. Il va l'enregistrer, le répéter. Et donc, voilà ce que ça devient. Quelques minutes plus tard.
articulated by speech. Et encore quelques minutes plus tard, on n'entend plus que le bruit en fait, une pulsation qui reste de sa voix, non plus le message du tout. La musique est presque électronique. D'ailleurs, le système est électronique, mais joue de l'acoustique totalement. Ça, c'est une pièce fondamentale de 1970, 1970 donc, et qui finalement met au centre vraiment plusieurs caractéristiques des arts sonores, et qui va me permettre justement de vous montrer 2-3 exemples par la suite, plus récents, tirés plutôt de City Sonic. C'est l'idée que, comme disait Bastien Gallet, qui est un jeune philosophe, auteur et également qui a pas mal écrit sur le son, nous étions ensemble dans le laboratoire d'art sonore Locus Sonus, c'est l'idée de composer des étendues et de projeter des images sonores, ce qui sont deux pratiques finalement de l'art sonore. Et ici, Lussier, en enregistrant sa voix, en la jouant dans cette pièce encore et encore jusqu'à ce qu'elle soit détruite, eh bien, il est justement dans cette idée de composer une étendue. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans ce qu'on pourrait appeler une étendue lieu. C'est-à-dire celle, par exemple, qu'a Lamonte Young dans The Dream House, celle qu'ont d'autres artistes comme Robin Minart, un très bon artiste canadien que j'ai pas eu le temps, celle encore l'attitude de Times Square dans Max Neuhaus. On compose une étendue, c'est-à-dire qu'on est dans cette notion d'éclatement de l'espace également, mais de redéfinition de l'espace qui devient une étendue sonore, et avec 3 paramètres de cette étendue sonore qui sont, comme dit Bastien Gallet, le lieu, le dispositif et le corps. Le corps, le nôtre, celui qui peut être du performeur également, mais le corps écoutant également. Donc projeter un son, ce n'est pas nécessairement l'installer, c'est en faire une image, et l'installation sonore serait plutôt l'art des étendues, tandis que peut-être la musique électroacoustique, d'après Bastien Gallet, serait plutôt l'art des images. Une image sonore ne dit rien du lieu, dit-il, dans lequel elle est projetée, mais elle possède des coordonnées spatiales, distance par rapport à l'auditeur, réverbération du lieu d'émission, disposition des parties de l'image, les unes par rapport aux autres. Ici, on peut être également dans des espaces sonores qui jouent également du lieu. Et c'est pas nouveau. Par exemple, Jean-Sébastien Bach a composé la Passion Saint-Matthieu pour différents chœurs, etc., et spécialement pour un lieu qui était une église déterminée. Alors après, si on rejoue cette pièce de Bach ailleurs, c'est finalement autre chose. Outre l'interprétation, le lieu a changé, c'est autre chose. Donc cette idée d'étendue de lieu est absolument importante, voire essentielle, je trouve, pour cette notion d'art sonore qui joue avec l'acoustique du lieu. C'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs dans City Sonic, parce qu'on essaye de faire plein d'artistes sonores qui créent en fonction des lieux. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme petit exemple rapide avant qu'on aille voir des installations sonores d'ici? C'est déjà fini? C'est ça? Simplement, alors, normalement, je peux vous emmener voir des installations. Ça, c'est pour ceux qui sont encore... c'est les 3 installations qu'il y a ici.